Hey Siri, ça fait combien 0 divisé par 0? Imaginez que vous avez 0 biscuits et que vous les partagez à part égale entre 0 amis. Combien de biscuits ont chacun de vos amis? Vous voyez, ce n'est pas logique. Bon, déjà, parler d'Apple à tous les DSI de France, ça c'est fait. Bon. En fait, là, ce que vous venez d'entendre, c'est ce qu'on appelle un rapport A sur I mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire en intelligence artificielle? Ça veut dire que tout ce que Siri vient de me sortir, c'est de l'intelligence humaine, en fait. Il n'y a rien d'artificiel. La blague, elle est humaine. La reconnaissance vocale, elle est tirée des compétences humaines. Et en fait, cette IA, elle essaie de recopier des choses humaines. Bon. Ça, c'est l'IA classique. Un rapport A sur I mauvais. Très peu d'artificiel, beaucoup d'intelligence humaine. Par exemple, quand Garry Kasparov a été battu par Deep Blue de IBM en 95, eh bien, c'était des parties jouées par des humains qui étaient enregistrées. Et Deep Blue a battu Garry Kasparov juste parce qu'il avait un gros disque dur, c'est tout. Toutes les stratégies, toutes les techniques pour battre Garry Kasparov étaient des techniques qui avaient été pensées, inventées par des humains. La nouvelle intelligence artificielle qu'on voit arriver aujourd'hui, surtout dans l'armée, encore très très peu dans le civil, est une intelligence artificielle créative, qui crée des solutions qui n'ont pas été pensées par des humains. Et ça, c'est complètement nouveau. Alors, l'IA, vous le savez, ça fait peur. Il faut bien comprendre que l'IA, c'est comme un chien. J'ai peur des chiens. Et en fait, il y a même une partie du cerveau de certaines personnes, ici, là, dans cette pièce, statistiquement, qui ont une réaction là. Là, il y a une partie du cerveau qui s'active qui s'appelle l'amygdale, qui est génétiquement, qui a été programmée génétiquement pour réagir à ce genre d'image, parce qu'il y a eu une époque où ce genre d'image signifiait qu'on allait calancher dans les minutes qui suivraient. Et un chien, on peut en faire beaucoup de choses. On peut en faire un chien d'attaque. On peut en faire des vidéos qui font des millions de vues sur YouTube. Vous savez, un labrador, quand des gamins sautent dans une piscine, très souvent le labrador va jeter à l'eau direct, instinctivement parfois, ou va simplement aboyer pour récupérer les gamins. On peut donc en faire un chien sauveteur. Ou bien, si on est russe, fallait pas rire à celle-là en fait, c'était un test. On peut en faire un chien qui va joyeusement faire sauter des chars. Usage unique. Elle est périscopée, cette... Salut maman. En fait, un chien, on peut vraiment en faire un peu ce qu'on veut. On peut en faire un chien de berger, on peut en faire un chien d'attaque, on peut en faire un Saint-Bernard avec un tonnelet de rhum. L'IA, c'est pareil. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont morts sous les canines acérées de chiens d'attaque argentins, par exemple. Pendant les conflits, quand les conquistadors sont arrivés en Amérique du Sud, ils ont tué des Indiens avec des chiens. Donc si la question c'est est-ce que l'IA va faire des morts ? La réponse est oui. Ça, ne cherchez même pas à comprendre. La réponse est oui. Parce que l'IA, c'est comme un chien. Et que, on peut l'entraîner à faire un peu ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Si vous la comprenez, celle-là, respect. Hein. J'aime bien tester un petit peu la culture des gens. Parce que là, s'il n'y avait pas au moins 3 rigolades, moi, en fait, je quittais la salle direct. Je préfère vous le dire. Alors, ça, c'est l'IA. C'est tout ça à la fois. Hein. C'est un chien, on peut l'entraîner à faire plein de choses. Si maintenant quelqu'un vous demande les conséquences sur l'emploi, il est clair que le chien de berger n'a pas fait disparaître le métier de berger, de base. Par contre, il est tout aussi clair que l'apparition du chien de berger a réduit sans doute le nombre de bergers nécessaires à garder un troupeau. Ça aussi, c'est sûr. Est-ce que ça a détruit le nombre d'emplois de bergers dans l'absolu ? Je ne le sais pas. Et les archéologues non plus, figurez-vous, puisque c'est une vraie question au Paléolithique, de savoir si le fait que les troupeaux soient plus grands et qu'on puisse garder plus de troupeaux avec l'apparition de la domestication du chien, n'a pas en fait eu un impact positif sur l'emploi, l'économie. On accumule des surplus qui vont créer les grandes villes au Paléolithique et au Néolithique. Est-ce que l'apparition de la domestication du chien a détruit l'emploi ? On ne peut pas vraiment dire ça. L'IA, c'est pareil. Alors maintenant, parlons du côté flippant. Vous savez que Poutine a dit « L'intelligence artificielle est le futur, non seulement de la Russie, mais de tout le genre humain. Elle amène des opportunités colossales, mais aussi des menaces difficiles à prévoir. Le leader de ce domaine sera le maître du monde. » Point. Bon, il n'y connaît rien en IA, Poutine, mais il s'y connaît en géopolitique. Et il sait que, comme l'a très bien dit Napoléon, la force d'une armée, comme la quantité de mouvement en physique, c'est sa masse multipliée par sa vitesse. Et quand vous avez un drone
qui comprend le champ de bataille, qui sait où il est, qui sait ce qui se passe, qui sait où sont les ennemis, et que ce drone, il peut faire quelque chose de nouveau. Il peut prendre une décision. Ça, c'est nouveau. Quand on regarde l'évolution des armes, vous avez, par exemple, le fusil à rechargement à la bouche. C'est beaucoup moins dangereux qu'un fusil automatique avec un rechargement par chargeur. Parce que le fusil à chargeur peut cracher plus de balles à la minute. Ok. Mais la balle de demain, c'est la décision. En fait, une décision, c'est beaucoup plus dangereux qu'une balle, dans tous les domaines. En particulier quand on est dans la guerre cybernétique, mais aussi sur un champ de bataille. Et l'intelligence artificielle, elle tire pas des balles, elle tire des décisions. Et c'est plus dangereux qu'une balle, une décision, dans n'importe quelle situation. Alors, c'est pas faux que l'IA produit aujourd'hui une course aux armements. Ça, par exemple, c'est le casque du F-35. Il coûte 400 000 $ prix de détail, juste le casque. C'est le meilleur casque de neuroergonomie au monde. En fait, il est là pour faire en sorte qu'un pilote acquiert ses cibles plus facilement. Donc avant, il fallait verrouiller la cible, etc. Et puis maintenant, je ne connais pas tous les détails, évidemment, je ne suis pas dans le secret du Pentagone, mais l'idée, c'est vous fauver. Donc vous sauvez, ça veut dire suivez mon regard. Vous suivez du regard la cible, et hop, le missile peut partir en un clin d'œil. Physiquement, un clin d'œil. Vous clignez de l'œil et hop. Et donc, ça augmente le levier du soldat, c'est-à-dire que son pouvoir de destruction est plus grand. Là, je n'ai pas dit que c'était bien ou mal, attention, j'ai juste dit c'est l'état de l'art actuel. Et l'état de l'art actuel, c'est la base de la recherche militaire, depuis que la recherche militaire existe, depuis les feux grégeois des Grecs, etc., c'est d'augmenter le levier d'un seul soldat, c'est de faire en sorte qu'une seule personne puisse détruire plus de choses à la fois. Bon, ça c'est dans le monde militaire. Dans le monde civil, c'est faire en sorte qu'une seule personne puisse faire plus de choses à la fois. Par exemple, là, Siri m'a expliqué que 0 divisé par 0, on ne savait pas trop interpréter ce que ça voulait dire. Si jamais j'avais une vie, j'aurais demandé « Hey Siri, est-ce qu'il faut que je prenne mon parapluie pour sortir ce soir ?» Et là, Siri m'aurait répondu. Mais demain, ça peut très bien être « Hey Siri, tu veux pas trouver un job d'été à ma fille à Singapour ? Tu veux pas lui faire 3 CV différents pour toutes les entreprises différentes en mettant ses points forts et ses points faibles ? Tu veux pas aussi essayer de lui trouver le meilleur tailleur pour son entretien d'embauche en allant regarder sur le profil Facebook de son intervieweur potentiel pour savoir quelle couleur il aime ? Et puis tant qu'à faire, fais en sorte que son job d'été soit compatible avec sa compétition d'équitation. Je te remercie Siri. Bon, aujourd'hui, l'IA ne peut pas faire ça. Mais le but de l'IA, c'est qu'elle puisse faire ça. Parce que là, tout ce que je vous raconte, ça coûte de l'argent. Avoir quelqu'un qui peut faire tout ça, vous imaginez le nombre d'heures que ça vous économise ? Là, si demain, je demande de réaliser toutes ces tâches dans mon pipeline, trouver un job d'été à ma fille à Singapour, lui faire 3 CV différents selon les boîtes chez qui elle va candidater, lui trouver un tailleur pour son entretien d'embauche, idéalement en ayant une idée de la personne qu'elle aura en face d'elle et faire en sorte que ce soit compatible avec sa compétition d'équitation. Et je ne parle même pas de trouver le billet d'avion, ainsi que l'appart. 2 semaines de boulot. Avec une IA, ça se ferait tout seul. Ferait, j'ai dit au conditionnel. Ferait, on n'y est pas encore. Mais l'IA, économiquement, c'est là qu'elle veut aller. Bon, si on en revient à l'armée, les Russes ont déclaré que leur T-14 Armata serait un drone terrestre. C'est-à-dire que, in fine, il est déjà préparé pour ne plus avoir de pilote. Alors, vous avez vu chez Motoman le fameux petit robot cuisinier. À votre avis, c'est quoi la tâche la plus difficile dans toutes les tâches que je vais vous donner là ? Calculer la racine 13e d'un nombre à 200 chiffres, tous les matins au petit-déj. Je parle pour un humain, mais aussi pour un robot. Mathématiquement. Calculer la racine 13e d'un nombre à 200 chiffres, il y a un Français qui fait ça, il s'appelle Alexis Lemaire, il fait ça. Faire une mayonnaise, faire un nœud de cravate, jouer au jeu de Go, jouer aux échecs, ou résoudre des équations différentielles ou dérivées partielles stochastiques. À votre avis, c'est quoi la tâche la plus dure ? Ouais, j'ai affaire à des types plutôt orientés technologie. Faire un nœud de cravate, effectivement, ça fait partie des choses dures. Ah, j'ai oublié de rajouter, jouer aux jeux vidéo, jouer à StarCraft 2. Qu'est-ce qui est le plus dur, du coup ? Alors, de super loin, le jeu vidéo. Mais de très, très, très loin, quoi. On va voir pourquoi. En fait, la difficulté en mathématiques, elle est très, très simple à définir. C'est la longueur du programme minimal pour réaliser la tâche. Combien de lignes de programmation, de code, il faut pour réaliser la tâche. Bon, calculer la racine 13e d'un nombre à 200 chiffres, il vous faut une page pour faire ça. Une grosse TI 92 peut faire ça. Big up pour tous les geeks qui ont détenu ce frigo dans leur sac à dos un jour. Ça vous parle, bande de petits coquins. Et ouais, donc calculer la racine 13e, c'est facile d'un point de vue mathématique.
Les équations aux dérivées partielles stochastiques, c'est dur, on ne sait pas le faire analytiquement, mais en fait, Wolfram Alpha, sur Google, vous le faites très très bien. C'est un site, il vous fait ça, enfin c'est pas sur Google, mais Wolfram Alpha vous fait des approximations numériques de ces équations, et surtout, ça coûte moins cher qu'une requête Google en serveur. C'est ça le truc qu'il faut retenir, c'est-à-dire que pour faire une approximation numérique d'une telle équation, ça coûte beaucoup moins cher en temps de serveur qu'une requête Google de base. Bon. Racine 13e, nombre à 200 chiffres, équation différentielle. Ouais, ensuite vous avez joué aux jeux d'échecs. Ensuite vous avez joué au jeu de Go. Alors jouer au jeu d'échecs, Garry Kasparov s'est fait battre, aucun homme ne peut plus battre les meilleures machines aujourd'hui, vous savez que c'est plié, hein, ça c'est fini. Le jeu de Go, aucun homme ne peut plus battre les meilleures machines non plus, c'est fini. Bon, Google a battu Lee Sedol en 2014 et maintenant aucun humain sur Terre ne peut plus battre les meilleures machines, ça c'est terminé. Ensuite, vous avez le nœud de cravate, effectivement. Comment vous programmez un robot pour faire un nœud de cravate? Alors, il peut faire le nœud, mais comment vous lui dites que la cravate est à la mode, qu'elle est assortie à la veste, qu'elle est équilibrée, etc. Comment vous le codez ça? Combien de lignes de code permettent de réaliser ça? À la mode, Google adorerait avoir ce service-là. Google adorerait avoir un Karl Lagerfeld automatique qui puisse piquer les tendances directement pour avoir des opinions sur les supply chains. Mais on ne l'a pas. Ensuite, vous avez la mayonnaise. Comment vous dites au robot que l'œuf il est là, que la moutarde elle est là, etc. Et si vous êtes taquin, vous mettez une balle de golf sur la table aussi. Comment vous lui expliquez ce qu'est la balle de golf et ce qu'est le robot? Comment vous codez ça? Et c'est ça la différence entre algorithmique et physiorhythmique. Physio en grec, ça veut dire la vie. Hein. La programmation du vivant, en termes d'intelligence, c'est plusieurs paliers encore devant la programmation de la machine pour plein de raisons. C'est quoi la définition d'un algorithme? C'est quoi la définition stricte d'un algorithme? C'est une série d'instructions à faire sans réfléchir. C'est la définition stricte en mathématiques d'un algorithme. C'est une série d'instructions non ambiguës. L'humain, c'est tout le contraire. Le vivant, c'est tout le contraire. Ce qui fait que Siri a du mal à reconnaître la voix des gens, ce qui fait que quand vous êtes sur YouTube et que vous demandez une vidéo, une fois sur deux, ça rate, c'est parce que le vivant normal, il passe son temps dans l'ambiguïté. Et que faire une omelette, c'est une instruction ambiguë. C'est quoi les degrés de liberté de l'œuf? Est-ce qu'un œuf de telle taille, j'ai le droit, etc. La tourner la fourchette comme ça va ou pas? Un algorithme, c'est zéro ambiguïté. Et ce qui fait que l'IA n'est pas capable d'aller chercher un job d'été à ma fille à Singapour, eh bien, c'est parce qu'elle ne sait pas gérer l'ambiguïté. Pour l'instant. Alors, si j'en reviens à un jeu de Go, machin, jeu de Go, ensuite, très loin devant, vous avez StarCraft 2. Le nombre de parties d'échecs possibles, c'est 10 puissance 120. L'ambiguïté n'est pas trop grande. C'est beaucoup 10 puissance 120, on est d'accord, 1 et 120 0 derrière. Mais les humains se font battre par les machines. Le nombre de parties de jeux de Go possibles, au max, j'exagère, c'est pas ce nombre-là, c'est 10 puissance 800, grand max. 1 et 800 0 derrière, c'est beaucoup, mais les machines battent les humains. Une partie de StarCraft 2. Il y a des joueurs professionnels, comme vous le savez, à StarCraft 2. Les mecs, ils prennent 6 millions de dollars sur une Olympiade. Enfin, les champions, quoi. Les numéros 1, 6 millions de dollars, ils prennent. Il y a un ministère de ça en Corée du Sud, un secrétariat d'État au sport électronique. Eh bien, une partie de StarCraft 2, ça dure 30 minutes. Les joueurs professionnels ont 400 actions par minute. Pour vous donner une idée, c'est comme jouer la grande valse brillante pendant 30 minutes. Et même précisément, la partie la plus dense de la grande valse brillante de Chopin pendant 30 minutes en continu. Parce qu'un clavier, un piano c'est 85 touches, si je me gourre pas. Un clavier, il y en a moins, mais vous avez la souris en plus. Donc en fait, ça ferait plus que 85. Mais on va dire que c'est 85. Combien de degrés de liberté ça fait en première approximation, une partie StarCraft professionnelle? Ça fait 85 puissance 400 x 30. Le jeu de Go à côté, c'est une grille de morpion, concrètement. Et c'est pour ça que Elon Musk, avec son OpenAI, il essaye de battre des joueurs professionnels. Et les joueurs professionnels sont recrutés par Google avec des salaires de footballeurs à 2 millions par an. Et encore, là, je parle des salaires publics, il y en a qui ont été totalement confidentiels, pour entraîner les IA. Là, vous voyez, par exemple, une Olympiade en Corée de StarCraft 2. Alors maintenant, regardons le vivant. Ça, ce sont des fourmis rouges, les fameuses fourmis de feu, qui font des petits radeaux quand elles sont menacées. Pourquoi je les ai mises? Parce que le test d'intelligence suprême dans le vivant, c'est la survie. Le test d'intelligence suprême pour un biologiste, c'est la capacité à résister à l'éradication. Ça, c'est le test d'intelligence suprême. Un rat, c'est super intelligent. Collectivement, les rats sont très intelligents, parce qu'ils savent résister à l'éradication. On n'a toujours pas dératisé Paris, et je doute qu'on y arrive un jour. Résister à l'éradication, l'IA, c'est pas le faire.
L'IA ne sait pas résister à l'éradication pour l'instant, heureusement. Tout le stress sur l'IA vient du fait que peut-être un jour quelqu'un créera une IA qui résiste à l'éradication, ça serait flippant. Et vous savez que les fourmilières ont inspiré Waze. En fait, l'algorithme de Waze, il est basé sur les fourmilières, on appelle ça la stigmergie. Il n'y a pas d'embouteillage dans les fourmilières. Parce que toutes les fourmis marchent à la même vitesse, mais aussi parce qu'elles laissent une goutte de phéromone quand elles sortent de la fourmilière. Et elles sont entraînées à suivre le chemin le plus parfumé, qui est aussi le chemin le plus odorant. On appelle ça donc une stigmergie, stigma le signe et synergie. Eh bien, Waze s'est dit, on va faire pareil. Au lieu de mettre une goutte de phéromone sur le sol, on va mettre un plus et un moins. Quand la personne appuie sur l'accélérateur, on met un plus. Quand elle appuie sur le frein, avec le GPS, on a l'info, on met un moins. Et on a les meilleures cartes au monde, meilleures que celles de Google. Et vous savez que Google se déclare fabricant d'IA. Google dit, nous ne sommes pas une société de moteurs de recherche, nous sommes une société d'IA. Eh bien, ils ont battu Google. Et d'ailleurs, ils ont été rachetés par Google pour un peu plus d'1 milliard de dollars. Ça, c'est la puissance de la physiorythmie, quand elle est mise dans le silicium. Ce petit champignon, on l'appelle l'Internet de la forêt, il connecte les arbres entre eux, il prend les déchets d'un arbre et il les donne à un autre arbre sous forme de nutriments, il se sert au passage, donc il a un business model qui marche. Eh bien, ce champignon, il est capable de calculer des réseaux de distribution. Alors, un chercheur à Oxford l'a mis sur Londres, là vous avez une boîte de pétri, vous avez une carte du Royaume-Uni, et il met le champignon sur Londres et il met des flocons d'avoine sur les grandes villes. Et il regarde comment le réseau de distribution va être fait. 48 heures plus tard, il a une carte du réseau ferré britannique, meilleure que la carte existante. 48 heures pour un champignon, face à 150 ans pour des générations d'ingénieurs. C'est ça la physiorythmique. La Tour Eiffel, c'est un monument d'optimisation, en fait. C'est vraiment un monument qui tranche. Et c'est pour ça qu'elle a été détestée. Vous savez que Guy de Maupassant a fait une pétition pour détruire la Tour Eiffel. Il y avait toute une pétition pour démonter la Tour Eiffel. À l'époque, on a totalement oublié ça, mais une partie de l'intelligentsia parisienne voulait démonter la Tour Eiffel, considérait que ça défigurait Paris. Eh bien, Guy de Maupassant, trouvait qu'elle était moche parce qu'elle tranchait avec l'architecture précédente, mais pour de bonnes raisons. Elle était d'une grande légèreté. En fait, vous voyez le cylindre d'air qui est là, le cylindre qui va de la base au sommet. Eh bien, il est plus lourd que la tour elle-même. Et cette performance est rendue possible parce que Maurice Koechlin, l'ingénieur en chef de Gustave Eiffel, avait étudié la structure de l'os humain à l'école polytechnique de Zurich, avec son professeur qui s'appelait Kuhlmann. Ça, c'est de l'optimisation. Et elle avait été calculée par la nature. Parce que la nature, c'est 4 milliards d'années de R&D. Donc, tu peux pas tester, en fait. Là, vous voyez le schéma général de cette optimisation. Toutes ces poutres sont écuis résistantes. Toutes ces poutres sont écuis résistantes. Mais elles utilisent de moins en moins de matériaux. Vous voyez, quand elle est pleine et carrée, c'est 100%. Quand elle est ronde et pleine, c'est 82%. Quand elle est ronde et évidée, à écuis résistance, on atteint 20%. Quand elle est dioptre, vous voyez la structure d'une lentille, 14%, dioptre tressé 5% et dioptre bitressé 2% avec un point d'interrogation. Ils ont fait le test, elle est bien écuis résistante. Très intéressant pour l'imprimante 3D, ça. Parce que dans la nature, évidemment, la forme n'est pas chère, mais le matériau est cher. Parce que le matériau, on le porte sur soi, on va le porter toute sa vie, donc il ne faut pas en prendre trop. Eh bien, Michelin a breveté un pneu, au départ pour l'armée, figurez-vous, parce que le but était qu'il résiste aux balles. Et les Français sont assez spécialisés dans l'export de ce qu'on appelle les RC, les engins roues-canons. On est très très bon à l'export de ça, les engins roues-canons, qui sont des engins très agiles, comme le RC Saguet, qui s'est très très bien vendu à l'export. Et l'idée d'avoir des roues, évidemment, qui résistent aux fusils d'assaut, aux fusils antimatériels, les barrettes qui tirent du BMG .50, eh bien, nécessite aussi qu'elles soient légères et résilientes, agiles. Ils ont fait ça, mais ils veulent bien sûr le passer dans le civil. Là, le fait qu'il l'ait mis en bleu, c'était pas pour rien. Vous imaginez le business model juste ? C'est-à-dire que c'est le business model de la capsule Nespresso. Vous filez la machine au garagiste et ensuite les recharges coûtent une blinde. C'est comme ça que Rockefeller est devenu riche. Il a dit « Tenez, des lampes à pétrole, c'est gratuit. Par contre, ça marche que avec ma Standard Oil. » Et les cartouches, voilà, vous êtes dans la tech, vous le savez mieux que moi, les cartouches d'imprimante, pour moi, il n'y a que deux scénarios possibles. Ou bien elles sont faites à base de sang de licorne, ou bien on se fait tous baiser, quoi. Donc, quelqu'un qui veut carrément applaudir. J'ai vérifié avant d'entrer dans la pièce s'il n'y avait personne d'HP ici, juste. Alors, celle-là, elle est super intéressante parce que là, vous avez ce qu'on appelle une antenne évoluée. Et en fait, ça a été calculé par une machine. C'était des antennes pour la NASA qui devaient optimiser tout un tas de paramètres, je ne sais plus lesquels, polarisation, je pense, gamme de fréquences et énergie. Et ils ne trouvaient pas la solution.
Ils ont laissé un algorithme évolutionnaire dessus. Alors un algorithme évolutionnaire, c'est vraiment une nouvelle IA qui a un rapport A sur I très élevé. Cette IA est force de proposition, ça c'est nouveau. C'est une IA qui peut inventer des choses, au point même qu'ils l'ont mise comme co-déposant du brevet. Quand elle a trouvé la forme de cette antenne, ils voulaient mettre l'ordinateur comme déposant du brevet, c'est bien sûr illégal pour le moment, peut-être qu'un jour ça le sera, il y a des avocats qui planchent là-dessus. Eh bien, ils se sont dit, oui, c'est pas nous qui avons trouvé cette forme-là, elle est brevetable, et en fait, aucun humain n'avait trouvé cette forme-là. C'est l'IA qui l'a trouvée. Et donc, elle mériterait d'être détenteur du brevet. Demain, vous pourriez avoir des gens qui auront des fermes d'IA, des cheptels, en fait, une sorte de marché aux bestiaux où ils évolueront des IA sur leur ordinateur et ils pourront vous en vendre des bouts. Alors pas sur GitHub pour bien faire un max de pognon dessus, pas complètement ouvert. Et puis vous aurez de l'hybridation, la capacité à faire des croisements exactement comme les chiens. Ça sera exactement comme le monde synégétique, je sais plus. J'aime pas les chiens, je vous l'ai dit. Comment se griller un talk direct. Ça, c'est un jeu où on s'amuse à reployer des protéines. C'est-à-dire, bon, quand même, on est geek, mais pas à ce point-là. En fait, pas besoin de savoir, de s'y connaître en biochimie. Le reploiement des protéines, c'est un problème de type voyageur du commerce en mathématiques, c'est ultra compliqué. C'est factoriel du nombre de degrés de liberté. Alors, en l'occurrence, il y a 10 000 acides aminés. Donc, pour connaître le reploiement d'une protéine, il faut faire 10 000 factoriels. Chemin possible, les machines ne peuvent pas calculer ça. En pharma, c'est très important d'avoir la forme en 3D d'une protéine. Ça peut même vous valoir le Nobel dans certains cas. Alors, ils ont créé un jeu à Seattle, un petit jeu. C'est un Tetris. Pas besoin de savoir ce qu'on fait. On doit juste savoir qu'il faut replier la bébête pour qu'il y ait un maximum de bleu et un minimum de rouge. C'est tout. Et quand on fait ça, on fait un calcul, en fait, très, très complexe. On a trouvé 11 structures de protéines avec, nouvelles bien sûr, inédites, avec cet algorithme. Pour une société pharmaceutique, une structure de protéines, en particulier transmembranaire comme celle-là, ça peut représenter 100 millions de dollars en valeur. On en a trouvé 11. Celle-là, c'est une protéine transmembranaire du virus de l'immunodéficience simienne, un cousin du sida. Ça, vous avez déjà vu. Vous savez à quoi ça sert? À part le test de Turing, je veux dire, ça sert à quoi, ça? Vous avez peut-être remarqué les CAPTCHA au début. Donc le CAPTCHA, c'est pour vérifier si vous êtes une machine ou pas. Mais au début, c'était des lettres aléatoires. Et maintenant, c'est des mots. Vous savez pourquoi? Il y a quelqu'un qui sait dans la salle. Ouais. Vous numérisez gratuitement des mots pour Google quand vous faites ça. C'est-à-dire que le premier mot, là, morning, c'est un mot que Google a numérisé dans Google Books et qu'il a reconnu. Il est positif, il sait que ça veut dire morning. Ça, c'est un mot pour vous tester. Le deuxième mot, là, overlooks, c'est un mot qui a été numérisé par Google sur un bouquin, mais qu'ils n'ont pas réussi à reconnaître. Et quand vous tapez morning overlooks, le premier vous teste, et le deuxième numérise gratuitement un mot pour Google. On saisit 210 millions de CAPTCHA par jour dans le monde. Le gars qui a inventé ça est un prof de l'université Carnegie Mellon, Louis Van Hahn, qui a tout plaqué pour créer sa boîte. Et sa deuxième boîte était Duolingo. Comment Duolingo gagne de l'argent? À partir du niveau médium, vous faites des traductions gratuites de sites web. Alors ça, précisément, on n'appelle pas ça la physiorythmique, on appelle ça l'androrythmique. Pour être plus précis, c'est quand on programme des humains, là, androrythmique. Ça, c'est de l'androrythmique. Quand vous faites ces captcha-là, parce que là, c'est précis, dans lequel de ces carrés, vous avez des roues. Et là, vous entraînez une IA, démontrant que quand il y a un ping-pong entre le chien et son maître, évidemment, le chien apprend mieux. Je n'ai pas dit qui était le chien. Alors, j'aime beaucoup ce qu'avait dit Clifford Stoll parce que, pour moi, j'ai assez payé pour le savoir. Je pense qu'on vit dans une époque un peu de la datacratie qui est à la fois très bien et très mal. Très bien parce que, oui, la data, c'est plus important que le pétrole et ça, c'est cool. C'est cool d'arriver en disant, vous savez, en fait, les data, ça représente plus que du pétrole, sinon Facebook ne vaudrait pas 5 fois Total en bourse. Bon, de base. Je vais vérifier qu'il n'y avait pas Total dans la salle non plus. Et ça, c'est bien, mais s'en tenir aux data, c'est mal. La data, c'est le bitume dans le pétrole. C'est le machin lourd et dégueulasse qui colle. C'est pas là que la plus grande valeur se fait. La plus grande valeur, elle se fait dans la connaissance, que l'IA ne sait pas gérer pour l'instant. Très très peu. Il y a les systèmes experts qui étaient déjà en vogue dans les années 80, mais c'est la connaissance qui représente le plus. Et déjà, dans les années 80, le hacker Clifford Stoll, il avait dit « La data, c'est pas de l'information. L'information, c'est pas de la connaissance. La connaissance, c'est pas de la compréhension. La compréhension, c'est pas de la sagesse. » Et il a raison. Et là, vous avez la chaîne de décantation. Si la data, c'est le nouveau pétrole, vous avez la différence entre le bitume et le kérosène.
La data, c'est le bitume. La sagesse, c'est le kérosène. Et d'ailleurs, pourquoi je parle de sagesse? Après tout, on s'en fout. Dans un conseil d'administration, dans un bilan d'entreprise, vous ne mettez pas la sagesse. Peut-être qu'on devrait, parce que Marc Aurèle, dans le bilan d'une petite entreprise qui s'appelait l'Empire romain, il disait qu'il fallait le mettre. Et il avait raison, parce que Isaac Asimov, donc fondateur des 3 lois de la robotique, un type pertinent pour l'IA, il a dit une civilisation qui produit beaucoup de connaissances et peu de sagesse est vouée à l'extinction. Et le cocktail détonnant qui fait qu'une guerre mondiale peut péter, c'est quand on a beaucoup de connaissances technologiques et peu de sagesse. CF, le XXe siècle. Les empires les plus technologiquement avancés au XXe étaient aussi les plus immondes et inhumains. L'Allemagne nazie et le Japon d'Hirohito, tous les deux les plus inhumains en termes de torture et de crimes contre l'humanité, mais les plus technologiquement avancés. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de maintenir un bon ratio dans le raffinement data, information, compréhension, connaissance, sagesse. Pardon, compréhension, sagesse. L'information et la connaissance, c'est pas pareil, la connaissance est reproductible. Voilà. Savoir faire un feu, c'est de la connaissance. Les Indiens allumeront un feu demain, c'est de l'information. Ils vont pas faire ça tous les jours. L'information, c'est ponctuel, la connaissance, c'est reproductible. La différence entre la connaissance et la compréhension, la connaissance, c'est ouais, je connais la recette des crêpes. La compréhension, c'est j'ai fait des crêpes. C'est pas pareil. Et puis bon, la sagesse, c'est sache petit que si tu manges trop de crêpes, tu auras un gros cul, etc. Platon, Phèdre, République 2. Alors, maintenant, je vais vous parler d'un projet perso, parce qu'en fait, tout ça, je vous en parle, différence entre algorithmique et physiorhythmique, il ne faut pas opposer les deux. Hein. Le but, c'est que les deux s'inspirent mutuellement. Ça, c'est très important. Dans un projet que je mène encore aujourd'hui et dont le logiciel va être livré bientôt et qui est une entreprise que j'ai créée, j'ai été systématiquement confronté à ce problème de ce que peut faire l'IA et ce que peut faire l'homme. Et c'est quelque chose qui est comme Waze, la stigmergie. Donc Waze a en face de lui Google Maps, qui a les meilleures IA du marché pour les GPS et la navigation. Et pourtant, Waze dit on n'arrive pas à battre les fourmilières, donc on va prendre leur algorithme et on va faire un nouveau GPS avec ça. Et on va se vendre à Google ensuite. Eh bien, moi, je me suis intéressé à ça sur la navigation Internet. Parce que parlons de connaissances. Pardon. Aujourd'hui, ça, c'est un repas de connaissances sur Internet. Quand on va sur Internet aujourd'hui, la façon dont on mange la connaissance, c'est comme ça. C'est une série d'onglets. Au tout début de l'Internet, quand on était sur le bon vieux modem 56K qui faisait des bruits de Star Trek, on n'avait qu'un onglet à la fois. D'ailleurs, les navigateurs n'avaient même pas envisagé d'avoir un deuxième onglet. Donc si on voulait ouvrir 7 pages, il fallait ouvrir 7 fenêtres, et personne n'ouvrait cette fenêtre parce que le PC plantait à la limite. Eh bien, maintenant, on peut ouvrir plein d'onglets. Un repas de connaissances aujourd'hui, ça ressemble à ça. Je dis un repas de connaissances parce que la connaissance, c'est vraiment comme de la bouffe. Simplement, alors on peut même faire des indigestions d'ailleurs. C'est pas tout à fait la même dynamique qu'une nutrition standard, mais on peut faire ce qu'on appelle de l'infobésité aujourd'hui. Alors là, c'est plus un repas d'information que de connaissances, si je voulais être tout à fait exact, et faire de l'agression sexuelle sur lépidoptère. Mais ce qui nous intéresse là, c'est que vous savez que les neuroscientifiques appellent notre estomac le deuxième cerveau, parce que c'est la partie du corps qui possède le plus de neurones après le premier cerveau, à savoir le cerveau et la moelle épinière. Le deuxième cerveau aime naturellement manger. Personne ne va dire « Ouh là là, encore bouffé, quelle corvée !» Non. La connaissance, le premier cerveau aime naturellement la manger aussi. Hein. Nos enfants nous demandent pourquoi le ciel est bleu, pourquoi les plantes sont vertes, ou peut-être dans quelques années l'inverse. Eh bien, c'est parce qu'on a un appétit naturel pour la connaissance. Mais pour l'instant, la façon dont on mange la connaissance, elle n'est pas optimisée. Si on regarde ça comme un repas de connaissance, ça c'est un repas d'avant l'ère du sandwich, en fait. Le principe d'un repas avant le sandwich, c'est d'avoir la salade dans une assiette, la viande dans une autre, le pain dans une petite corbeille et la sauce dans un ramequin séparé. Ça, c'est un repas avant le sandwich. Et puis ensuite, on a une feignasse, en l'occurrence, qui aimait jouer au billard et avoir son repas avec lui, qui s'appelait Lord Sandwich. Et lui, il se dit, je vais mettre tout ça dans un seul snack que je peux garder avec moi et me mettre dans la poche. Ça le rend plus facile à fabriquer, ça le rend plus facile à manger, ça le rend plus facile à stocker et ça le rend plus facile à partager aussi. Parce qu'on n'a plus besoin d'avoir une table, on peut casser son sandwich et le filer à quelqu'un. Et là, je me suis dit, comment ça serait si on faisait des sandwichs d'Internet, en fait? Si on prenait ce repas de connaissances, là, et qu'on essayait d'en faire un sandwich. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, et ça, c'est l'importance de l'IA, c'est que ça, une IA ne peut pas le faire pour vous. Faire une série d'onglets pertinentes, l'IA ne sait pas le faire. Vous ne pouvez pas ouvrir les 15 premiers résultats de Google et faire une fenêtre de travail pertinente, quelle que soit votre situation. Si vous êtes en train de vous chercher, par exemple, un appartement sur Accor Hotel, j'ai dit Accor Hotel, eh bien,
vous allez, bon, jusqu'à l'introduction de cette nouvelle appli qui a l'air de déchirer, vous me devez 15 000 balles les mecs, eh bien, vous allez devoir faire plein d'onglets. Bon. Si vous voulez chercher une bagnole, pareil, vous voulez être sûr que vous allez acheter la bonne berline, plein d'onglets. Si vous êtes carrément en train d'écrire un article pour un journal, ou vous êtes trader, vous voulez savoir si le titane va monter ou pas, là vous en avez pour une semaine à faire ces onglets. D'ailleurs, d'après Apple, la raison numéro 1 pour laquelle les gens ne veulent pas mettre à jour leur système, c'est parce que ça flingue leurs onglets, et qu'ils n'ont pas envie de les mettre dans les favoris. Je veux dire, vous n'utiliserez pas les favoris pour sauvegarder ça, sauf si vous êtes vraiment obligé. Bon. Du coup, les gens aujourd'hui font leur fenêtre pertinente, leur série d'onglets pertinente, mais personne ne peut le faire à leur place. Statistiquement, ça prend entre 15 minutes et 15 heures de faire ça. Enfin, la gaussienne, quoi, l'intervalle de confiance, pardon, il est entre 15 minutes et 15 heures. Vous ne vous aura pas échappé que c'est un intervalle de confiance logarithmique. Voilà, je donne les bails maintenant parce que j'en ai marre qu'on me dise que je ne suis pas assez précis parfois. Eh bien, mais tout ça fait chier tout le monde, vous avez remarqué. Intervalle de confiance logarithmique, c'est bon, vous êtes content. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait, vous capturez 95% de toutes les situations de consommation de connaissances sur le web entre 15 minutes et 15 heures. Pour assembler ça, parce que Google ne peut pas le faire à votre place. Bon. Et quand vous fermez la fenêtre, vous détruisez de la connaissance. Vous détruisez de la connaissance, et c'est jamais bon de détruire de la connaissance. Ce qui aurait été cool, ça aurait été de faire comme Waze. De dire, là, on a un chemin qui a été créé, puis on va essayer de barycentrer 1 million de chemins, 10 millions de chemins, 100 millions de chemins, pour, en un clic, vous générer ça. Là, vous épargnez entre 15 minutes et 15 heures. Vous faites en un clic un truc qui prend entre 15 minutes et 15 heures. Donc ça, c'est les deux enjeux. Utiliser l'intelligence collective humaine pour la pertinence, parce que ça, c'est de la pertinence qui a été calculée par l'intelligence collective humaine, et en même temps, le rendre plus consommable. Et ça, c'est le côté sandwich dont je viens de vous parler. Alors, je me suis dit, on va partir de ces onglets-là, mais on va tenter de les mettre en 3D. Alors bon, 3D, ça fait flipper, parce que ça bouffe de la machine, mais là, ils sont plus ouverts, du coup, alors en fait, ils vont moins manger de RAM que s'ils étaient tous ouverts. Bon. Et surtout, aujourd'hui, avec HTML5, le WebGL, c'est ultra facile, sans aucun plugin, de balancer de la bonne 3D dans un navigateur et même de la faire sécure pour le coup. Donc là, vous voyez les favicons, on commence à les spatialiser. Et on les met comme ça, carrément. On a un lac. Oui, parce que je vis en Suisse. Je fais bien l'accent, non ? C'est spécial pour mes collaborateurs qui ont la petite carte que je n'ai pas. Et pour la fondue, le fromage, tout ça. Et en fait, vous le mettez le long d'un lac, comme ça. Et ça, on appelle ça un brin, comme un brin d'ADN. Et là, vous avez vos onglets. Mais en fait, maintenant, vous partez d'une surface blanche et en un clic, vous dites, bon, je veux savoir quel est le meilleur écouteur à réduction de bruit. Voilà, j'ai besoin d'une paire d'écouteurs à réduction de bruit. En un clic, l'appli vous fait un Waze, en fait. Un chemin le plus efficace, une série d'onglets pertinentes. Et comme personne n'aime voir s'ouvrir 14 onglets dans son navigateur, on garde ça dans une seule scène 3D. Comme ça, on n'a pas 14 onglets qui pop et qui viennent envahir tout le système. Alors, les petits trucs roses que vous voyez là, en fait, c'est des emplacements sur lesquels on mettra les pubs. Ouais, parce que quand même, on a un peu dans l'idée de faire du pognon, sait-on jamais. Mais les pubs, on n'a pas envie de les mettre sales. Moi, j'aime pas la pub qui vous viole, en fait. J'aime pas la pub qui arrive et qui essaie de prendre votre attention sans vous avoir rien donné. Donc moi, je pars du principe que là, la scène, il lui manque des trucs. Elle est un peu trop blanche. Quelques arbres, ça serait pas mal. Alors l'idée, c'est qu'on va faire popper des arbres sur les emplacements publicitaires que vous voyez en rose, mais ça sera juste des arbres. Tant que vous n'avez pas mis la souris dessus, il ne se passe rien. Mais si vous passez la souris dessus, il y a juste un tout petit message en roll-up qui arrive qui dit « Cette forêt vous est offerte par BMW ». Et puis si vous cliquez dessus, vous partez sur le site de BMW. Également, il n'est pas exclu qu'un créageur, l'application s'appelle Créage, il n'est pas exclu qu'un créageur professionnel, quand il vous a fait un brin pertinent sur les voitures, il est glissé, là dans le brin que vous voyez, il est glissé le site de BMW, comme un YouTuber vous recommanderait un produit. Nous, si on fait ça, on est comme Uber, catching, on prend 30%. C'est la base. Alors voilà à quoi ça ressemble, parce que finalement ce truc-là je l'ai réalisé. Bon, ça m'a pris 10 ans au total pour passer de la partie académique à la partie concrète, mais on a le prototype, on a le démonstrateur. Et pourquoi je vous en parle ? Parce que j'adore faire des confs théoriques, tout ça, et vous parler des grandes tendances, mais comme je vous disais, il y a la connaissance et il y a la compréhension. Là je vous ai fait toute la première partie de la conf sur la connaissance entre algorithmique et physiorhythmique. Mais la compréhension, effectivement, il y a un pas, entre, je vous ai parlé de théoriquement, c'est vrai que les fourmis se débrouillent mieux que les machines. Mais le comprendre, le réaliser, comprendre que l'intelligence collective humaine crée un service qu'aucune IA ne peut créer aujourd'hui,
Ah, ça, effectivement, ça prend un certain nombre d'années. Mais c'est très intéressant, du coup. Alors là, vous voyez un cas, donc vous tapez un mot-clé, et ça vous fait le brin barycentrique de votre réseau, ou bien de tout le web, des gens qui ont fait les brins similaires. Pour l'instant, évidemment, c'est des bêta-testeurs. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est vu de haut. Bon, en mobile, on sera en flat design en 2D, parce que bon, la 3D, pour l'instant, en mobile, c'est pas encore super agréable. Et l'idée est de stocker ça sur une île géante, en fait, qu'on pourrait projeter en VR sur une table. Comme ça, directement, vous mettez un... Enfin, l'HoloLens, il n'est pas obligé, mais bon, comme c'est à la mode, j'ai mis HoloLens, parce qu'il paraît que ça fait bander les investisseurs. Et du coup, vous pourrez projeter le truc sur la table. Bon, moi, je suis pas un fan, je préfère le vrai écran, pour être honnête, mais je vois l'enjeu d'avoir, en fait, juste une perspective devant soi, mais on a quand même un peu l'air con quand on brasse avec un HoloLens seul et que les gens ne voient pas ce qu'on est en train de faire. Ça, donc, c'est un sandwich de connaissances. C'est-à-dire que les protéines, c'est les liens que vous voyez au milieu. Le pain, c'est le lac, ça tient le tout. Ça vous aide à mieux mémoriser parce qu'en fait, quand on spatialise l'information, on la mémorise mieux. C'est connu depuis l'Antiquité, ça. Et la salade, c'est les forêts. C'est réfléchi comme truc. Merci, c'est pour moi. Vous en voulez un peu, non? Alors, ça s'appelle créage. Le but est de faire des infrastructures de la connaissance. Pourquoi je vous en parle? Parce que bien sûr, j'en fais le kick-off dans quelques jours. Mais le vrai sujet reste bien sûr celui-là. Comment avoir le meilleur des deux mondes? Le meilleur de l'algorithmique et le meilleur de la physiorhythmique. En fait, j'ai créé une fondation sur ce sujet qui s'appelle la fondation Bioniria et dont le seul métier est de faire de la physiorhythmique, en fait. Et d'identifier les stratégies du vivant qui créent des services vendables pour des nations, pour des PME, pour tous les niveaux des acteurs économiques, même un individu en fait. Parce que je pense que la physiorhythmique est sous-estimée aujourd'hui et qu'il ne faut pas l'opposer à l'algorithmique, mais qu'il faut bien au contraire les faire dialoguer toutes les deux. Donc voilà évidemment le sujet de cette conf. Mais justement, pour faire un peu d'androrhythmique là, j'aimerais me livrer une petite expérience avec vous, parce que je suis désolé, j'ai dépassé, pardon. Levez-vous s'il vous plaît, levez-vous, allez-y, ça va vous dégourdir les jambes, levez-vous, faites-vous plaisir. C'est mon petit test. Bon, ça, c'est pour que vous pigiez bien le concept d'androrhythmique, programmation humaine, tout ça. Ça, vous êtes tous bien levés, là. Ah, vous tous levés comme ça, là. Vous tous levés comme ça, mais bien en rang. Vous savez ce que c'est? C'est la façon la plus dégueulasse d'avoir une standing ovation, bien sûr. Merci.